أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Chers étudiants, bonjour et soyez les bienvenus dans les cours de module physique de surface et transition de phase destinés aux étudiants en master 2 physique des matériaux. Aujourd'hui, on va étudier les traitements thermiques et les traitements thermochimiques. Avant d'entamer ce cours, je vous invite de rappeler le cours précédent qui concerne le diagramme d'équilibre, le diagramme de phase, notamment le diagramme fer-carbone. Alors, dans ce cours, on va voir c'est quoi un traitement thermique. À quoi sert un traitement thermique? Quel est l'objectif de réaliser un traitement thermique? Sur quel matériau qu'on va l'appliquer? Quel est l'objectif des traitements thermiques? Et par la suite, on verra quels sont les types principaux des traitements thermiques. On va voir plutôt la trempe, le revenu et le recuit et ces types des trois traitements thermiques, ainsi que la normalisation. Nous verrons par la suite la trompabilité et l'essai de Jomini. Nous verrons aussi par la suite les traitements thermochimiques et les types de traitements thermochimiques tels que la cimentation, la nitrilation, la carbonitrilation et aussi comment identifier les phénomènes microstructurels dus au traitement thermique, c'est-à-dire une structure martensitique, etc. Alors, d'abord, c'est quoi un traitement thermique? La définition d'un traitement thermique, c'est l'ensemble des opérations de chauffage et de refroidissement qui consistent à générer des transformations métalliques dans la structure cristalline. C'est-à-dire un cycle thermique et on joue sur la température et le temps. Nous avons deux facteurs, le temps et la température. Alors, le but, c'est quoi? À quoi ça sert un traitement thermique? L'objectif, c'est d'améliorer les propriétés, notamment les propriétés mécaniques des matériaux tels que la dureté, la rigidité, la ductilité, la résilience, la résistance mécanique, l'allongement, etc. Les propriétés mécaniques et aussi les propriétés physiques. Les propriétés magnétiques telles que les propriétés magnétiques et aussi les propriétés physiques telles que la conductibilité thermique et la conductibilité électrique, coefficient de dilatation, etc. Donc, c'est les propriétés physiques ainsi que certaines propriétés chimiques telles que la résistance à la corrosion. Généralement, les traitements thermiques sont effectués sur des opérations qui consistent à faire varier la température et le temps de traitement, donc en fonction du temps, et appelle un cycle thermique. Donc, ce sont des opérations combinées de chauffage et de refroidissement. Donc, on va voir à quelle température on va chauffer et refroidissement, on va voir il y a un refroidissement lent ou bien un refroidissement rapide. Pour les refroidissements rapides dans l'eau ou bien dans l'huile et refroidissement lent soit dans l'air, à l'air libre ou bien dans le four. Donc, des matériaux en général, grosso modo des matériaux, soit les métaux, les verres et les céramiques, etc. Mais dans notre étude, nous nous basons sur les alliages ferreux, notamment les aciers et aussi les fentes. Afin de quoi? Quel est le but? Et comme j'ai dit tout à l'heure, d'améliorer leurs propriétés et leurs caractéristiques, donc mécanique physique, surtout mécanique, et le rendre plus favorable à emploi donné, c'est-à-dire dans l'industrie ou bien dans les applications. Vous voyez des pièces qui sont sorties de four, comme vous voyez ici, vous pouvez consulter le site, vous cliquez sur ce lien. Donc, c'est ça un traitement thermique qu'on utilise, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les métaux, notamment les aciers, les verres et les céramiques. Voici le cycle thermique, c'est-à-dire la température et le temps. Donc, échauffement, puis un maintien à une température donnée. On va voir c'est quoi à ces trois. Et puis, refroidissement. Donc, on distingue trois types principaux de traitement thermique. C'est la trempe, le revenu et le recuit, ainsi que des traitements superficiels.
durcissement par trompe après chauffage superficiel, induction électromagnétique, ou bien par flamme, on utilise le chalumeau, laser et aussi plasma. Donc nous nous basons sur les trois types principaux de traitement thermique, la trompe. On commence par la trompe, en anglais quenching, en arabe باللغة العربية تسليد أو تقسية. Donc c'est quoi la trompe? Elle consiste de chauffer l'acier. Donc généralement on utilise sur les aciers. Ici on n'utilise pas par exemple la fonte parce qu'elle est fragile, comme on va le voir par la suite. Donc on chauffe à une température de AC3 plus 50, environ 50 à 30. Ça sur pour les aciers hypoétiquetoïdes. Rappelez-vous ce que nous avons déjà vu au diagramme d'équilibre fer-carbone. Acier hypoétiquetoïde, ça veut dire que vous avez la teneur en carbone inférieure à 0,8, 0,76 ici. Donc nous sommes dans ce domaine. Alors ici. Et puis A3, voici le palier ou bien la ligne à A3 ici. AC3 de chauffage à chauffage. On ajoute ces comptes pour on assure que nous sommes dans le domaine de l'austinite gamma ici. Et puis ça c'est pour l'hypoétiquetoïde. Si vous avez un acier hyperétiquetoïde, c'est-à-dire la teneur en carbone entre 2, 1,8, 2 et 0,76% de carbone. Donc c'est A1, voici le A1, plus 50 ou bien 30 ici. Donc ici, on met un maintien, un chauffage à cette température. On chauffe le matériau ou bien la pièce. Et puis un maintien jusqu'à l'échauffement de chauffage complet. C'est-à-dire ici le maintien combien de temps? Tout dépend de la dimension de la pièce. Si vous avez une grande pièce, on a besoin d'une grande dureté. Cependant, s'il y a des petites pièces, généralement environ une demi-heure, 20 minutes de maintien. Si vous avez une pièce, la géométrie aussi, ça joue un rôle. Si vous avez la géométrie de la pièce, l'épaisseur de la pièce, une pièce complexée, ça prend plus de temps. Donc, jusqu'à la transformation de phase qu'on assure que sur toute la pièce. Et puis, refroidissement rapide. Gardez, rapide, soulignez le mot rapide dans l'eau ou bien dans l'huile. Donc, par immersion dans l'eau, par pulvérisation d'eau, le fluide le plus utilisé est l'eau froide, à une température inférieure à 40 degrés Celsius. Dans certains cas, l'eau froide génère un refroidissement trop rapide. À titre d'exemple, les pièces de forme complexée, donc et génère des contraintes internes. Ça va créer des contraintes internes et c'est un inconvénient de ce type de traitement, la trompe. C'est de créer des contraintes internes ou bien des contraintes résiduelles. Alors, généralement, on utilise l'eau, plus utilisée, mais parfois l'huile ou bien l'eau chaude. Donc, on utilise les pièces ici pour éviter les déformations, le risque de la corrosion, même la rupture de la pièce si les contraintes sont trop élevées. Dans ce cas, on peut utiliser de l'eau chaude ou bien l'huile. L'eau chaude à une température supérieure à 50 degrés Celsius. Dans certains cas très rares, il est possible d'utiliser d'autres fluides comme des fluides de base de glycol pour minimiser la formation des contraintes internes. Alors, c'est ça la trompe. Je résume. La trompe consiste à un chauffage de l'acier à une température de AC3 pour hypoétiquetoïde plus 50 degrés Celsius, 30 à 50 degrés Celsius, acier hypoétiquetoïde, au supérieur à 1 pour hyperétiquetoïde. Donc à cette température, l'acier est maintenu jusqu'à
l'achèvement de chauffage complet, c'est-à-dire jusqu'à la transformation des phases. Ensuite, l'acier subit un refroidissement rapide avec une vitesse supérieure à la vitesse critique de la trempe. Pour à titre d'exemple, pour les aciers au carbone, le plus souvent dans l'eau, et pour les aciers alliés et dans l'huile. Donc, tout dépend le milieu de refroidissement. On va refroidir rapidement, donc dans un bain. Et le but de refroidissement rapide est d'obtenir une structure martensitique. Donc, gardez ce mot, une structure martensitique. Donc, de l'austinite, on va obtenir directement une structure martensitique. Donc, éviter une transformation perlitique. La transformation de l'austinite doit commencer et se termine dans le domaine de la martensite. Donc, la trempe permet de donner un maximum de dureté. Donc, on va obtenir une dureté généralement HV, Hardness Vickers, la dureté de Vickers, environ 700 à 800. Si vous avez un acier ordinaire de 240 par exemple HV, après la trempe, vous allez obtenir une dureté de 700 à 800, une grande dureté. Donc, ce qui donne une structure convenable pour le traitement de... Donc, c'est ça la structure de la trempe martensitique. Par contre, il y a des inconvénients tels que, comme j'ai dit tout à l'heure, des contraintes résiduelles et ainsi que la fragilité. Donc, c'est ça le but de la trempe. Il donne une grande dureté par transformation de l'austinite en martensite. Donc, je vous rappelle, je résume, une trempe se compose en 3 phases principales. Donc, chauffage, destiné à amener l'acier à de l'austinite. Donc, comme j'ai dit, entre 0 à 8% de la teneur en carbone. À 3 plus 50, c'est-à-dire à une température de 720 à 900 degrés Celsius. On chauffe à cette température. Et puis, tout dépend pour les hypoétuctuides, dépend de sa teneur aussi de carbone. Alors, généralement, de 780 degrés Celsius. Donc, ça, le chauffement. Et puis, un maintien, comme j'ai dit, tout dépend de la dimension. Les dimensions de la pièce qu'on va les traiter et sa forme, si les formes complexées ou bien, ainsi que l'épaisseur de la pièce ou bien l'échantillon qu'on va le traiter. Et un autre facteur, c'est le type de cet acier. À titre d'exemple, si vous avez un acier ordinaire, 15 minutes, ça suffit, un maintien de 15 minutes. Si vous avez un acier allié, si vous avez d'autres éléments d'addition dans cet acier, donc environ 30 minutes à 1 heure, jusqu'à 1 heure. Et puis, refroidissement, comme j'ai dit, refroidissement rapide, directement dans l'eau ou bien dans l'huile. Donc, ça, on va obtenir une structure martensitique. Voici la microstructure martensitique en noir, comme vous voyez ici. Vous pouvez consulter ce site, vous cliquez sur ce lien. Donc, et aussi une grande dureté. Si on mesure la dureté, on obtient une grande dureté. Malheureusement, la trempe a des inconvénients tels que la fragilité, donc on a un matériau dur et fragile, et aussi les contraintes internes et les contraintes résiduelles. Alors, pour cela, on va ajouter ou bien suivre par un revenu. Un revenu, c'est un autre traitement thermique. Donc, la trempe n'est pas un traitement thermique définitif. Donc, la plupart des cas dans l'industrie, on n'utilise pas la trempe seulement. Donc, le plus souvent, il est suivi d'un revenu destiné à diminuer la fragilité et les contraintes internes. Donc, il est évident qu'un acier ne peut être utilisé en service directement à l'état trempé. Donc, suivi par le revenu. C'est quoi le revenu? En anglais, tempering. En arabe, al-mu'adala. C'est un traitement thermique aussi.
engendre une évolution de structure après la trompe d'un état métastable vers un état plus proche à l'équilibre physico-chimique pour objectif afin de quoi? De provoquer une précipitation du carbone, condition contrôlée afin de parvenir du durcissement optimal. Alors, l'opération de revenu est destinée de corriger plus ou moins, de corriger les inconvénients de la trempe. Donc, elle conduit à un métal de caractéristiques convenables. On cherche des propriétés convenables. Alors, la trompe, qui est une opération rapide de contrôle difficile, le revenu permet un contrôle aisé des transformations et des propriétés de matériaux. Donc, on obtient une résistance, une bonne résistance, allongement, la résilience, la résilience, c'est-à-dire l'aptitude d'un matériau à résister à un choc mécanique. On cherche des propriétés plus ductiles, un matériau plus ductile, n'est pas fragile, et on va diminuer les contraintes internes et les contraintes résiduelles. On va obtenir une structure stable avec des grains fins, et aussi, c'est-à-dire homogènes. C'est ça, de corriger en quelque sorte les défauts de la trempe. Alors, c'est ça le revenu, provoque une évolution de matériaux. Donc, le cycle thermique des traitements thermiques, voilà, un cycle thermique, chauffage, maintien, et puis refroidissement rapide. Et puis, chauffage, cette fois-ci inférieur à AC, ici. Donc, on n'arrive pas à l'austénité ici. Et puis, maintien, presque même maintien. Et puis, refroidissement, cette fois-ci, refroidissement lent dans le four ou bien à l'air libre. C'est ça, le revenu. Il y a plusieurs types de revenus et parfois, on fait plusieurs fois le chauffage. Donc, un ou plusieurs chauffages de la pièce à une température bien déterminée, inférieure à la température du début de la phase de l'acier, donc 500 à 700 degrés Celsius, un maintien de la pièce à cette température pendant un temps donné, et puis le refroidissement approprié. Donc c'est ça, un revenu permet d'atténuer les effets de la trompe et rendant la pièce plus ductile et plus tenace. Il peut donc, dans des cas particuliers, permettre un durcissement secondaire. L'emploi de termes revenus sont entendus pour le traitement est réalisé sur un état préalablement trompé. Donc, c'est ça le revenu. C'est un traitement qui s'applique aux métaux préalablement trompés et il est pour le but de diminuer les effets de la trompe. Il supprime en quelque sorte ou bien diminuer les tensions internes, en partie responsable de la fragilité de l'acier trompé et diminuer très peu, un peu, ça va diminuer la dureté. Ici, les caractéristiques des aciers trompés soumis à un revenu sont généralement modifiées comme suit. La résistance à la rupture, ça va diminuer. La dureté aussi, ça va diminuer. Tandis que la résilience et l'allongement à la rupture, ça va augmenter. Donc, c'est ça le revenu. C'est un traitement très praticable dans l'industrie, généralement après la trompe, comme je dis, pour corriger les défauts causés par la trompe. Alors, un refroidissement rapide à partir de 600. Donc, ça va obtenir aussi une structure bénétique. Donc, la structure, une structure peut-être bénétique. Et puis, on distingue plusieurs types de revenus. Il y a plusieurs types. À titre d'exemple, le revenu de détente, le revenu habituel ou bien banal et le revenu de durcissement secondaire. La différence entre les types de revenus,
C'est la différence de la température, cette température de revenu. Alors, pour revenu de détente, ou bien ça s'appelle aussi de relaxation, ici, donc il s'effectue entre 180 à 250 degrés Celsius. Il ne provoque aucune modification de structure, mais une relaxation. C'est pour cela qu'il s'appelle aussi détente ou bien relaxation des contraintes, les contraintes rigidielles multiples dues au refroidissement brusque de la trempe. Donc, il chauffe à une structure d'austenite vers le martensite. Il provoque une légère diminution de la dureté et une légère remontée de la résilience. Il est fait sur des pièces soumises à des fortes sollicitations au choc, genre le choc mécanique. Et pour le revenu habituel ou bien banal, c'est-à-dire structure, dans ce cas, le revenu est effectué entre A1, la ligne de A1, à 500 degrés Celsius. On observe une augmentation des caractéristiques telles que la résilience aussi et l'allongement et une diminution plus importante de la dureté et la résistance mécanique. Alors ce type de revenu permet d'établir un compromis entre les caractéristiques ou bien les propriétés mécaniques suivant l'emploi des aciers. Et pour le revenu de durcissement, alors ce revenu s'effectue à une température entre 450 à 600 degrés Celsius sur les aciers alliés. Généralement utilisés sur les aciers alliés, ils peuvent provoquer des durcissements appelés durcissements secondaires. Car des aciers à outils ou bien des aciers alliés ou de chrome, des aciers rapides. Donc, il y a d'abord précipitation de carbure complexe maintenu en solution dans l'austenite, rigidielle, puis déstabilisation de cette dernière et se transforme en martensite au moment de refroidissement. Alors, ces deux transformations successives vont donc nécessiter un second revenu pour éviter que la martensite secondaire ne provoque pas la fragilité. Donc, on va diminuer la fragilité et le matériau sera plus ductile. Donc, dans certains aciers rapides, 3 revenus successifs peut être nécessaire. Parfois, on fait plusieurs fois le revenu. Alors, je vous donne un exemple d'un traitement thermique pour un acier, une bride de C40. Alors, je vous rappelle, c'est quoi C40? C'est un acier ordinaire, acier au carbone, acier allié. Le pourcentage de carbone égale 0,4%. C'est un acier au carbone ici. Donc, hypoductuite, donc un acier hypoductuite, donc, et la longueur 120 mm et l'épaisseur de 20 mm par exemple. Ici, on fait le chauffage et puis un maintien. Donc, le chauffage égale 800. Si vous voyez le diagramme d'équilibre, ici, donc vous trouvez à 800. 800, on ajoute 50. Donc, ici, 0,4. Donc, on met 800 plus 50. Donc, vous avez 850 pendant 20 minutes. 20 minutes, puisque les dimensions ne sont pas grandes, une grande dimension de la pièce. Donc, 20 minutes maximum, une demi-heure. Et puis, trempe dans l'eau. Et puis, un revenu à 550. Donc, 550, ça, c'est le type de revenu. On a choisi 550 degrés Celsius pendant une heure. On peut entre une demi-heure à une heure. Et puis, refroidissement lent dans l'air libre. Donc, c'est ça, chauffer, puis maintien de l'horizon cristallin cubique à face centrée, correspondant au fer gamma, donc de l'austenite. Et puis un maintien pendant 20 minutes à 850 pour dissoudre les carbures dans toute la masse de la pièce. Alors les atomes de carbone de carbure se dissocient et s'insèrent au centre de la maille d'horizon, donc du fer gamma. Alors, oui, ok. Refroidissement rapide en plongeant
immersion de la pièce dans l'eau, dans un bain d'eau. Donc le réseau cristallin, c'est de l'austinite gamma, revient en faire de manière quasi instantanée, tout en garde les atomes de carbone en solution forcée dans ce fer. Donc on obtient une structure martensitique. Et puis réchauffer la pièce à 550 pour atteindre la température permettant d'obtenir une résistance environ 800 à 900 mégapascales. Et puis un maintien pendant 1 heure à 550 pour libérer toutes les tensions et garantir que la dureté au corps soit même dans la surface. Donc, vous regardez, on va étudier par la suite la trompabilité. Et puis, refroidissement lent pour éviter la formation de nouvelles contraintes et les contraintes résiduelles ou bien les contraintes internes. On passe maintenant au troisième type de traitement thermique qui s'appelle le recuit, en anglais annealing, et en arabe c'est teldin. C'est un traitement thermique qui consiste de chauffer la pièce à une température supérieure au point de transformation. Et puis, suivi d'un refroidissement lent après le maintien. Il a pour le but de régénérer le métal surchauffé, et ou bien de supprimer les effets des anciens traitements, c'est-à-dire de nouveaux matériaux. Donc une amélioration aussi des propriétés mécaniques, c'est ça l'objectif, et aussi de supprimer l'écruissage. L'écruissage, c'est quoi? Entre parenthèses, c'est le phénomène d'écruissage. Déformation plastique, généralement, il se fait après les procédés de fabrication, tels que le laminage, le forgeage, le trifilage, le procédé de fabriquer une pièce. Il y a un phénomène d'écruissage. Donc, on essaie d'éliminer l'écruissage d'un travail mécanique à froid. Et aussi d'améliorer les caractéristiques des matériaux dans le sens de recuit pour le revenu. Donc, c'est ça le recuit, consiste à chauffer à une température qui s'appelle température de recuit, et pour assurer on chauffe le matériau à une température suffisante pour assurer son équilibre physico-chimique et structural et aussi mécanique, suivi par un refroidissement contrôlé, refroidissement lent, comme j'ai dit. Donc, ici, il consiste aussi de monter graduelle, petit à petit, en température. Suivez généralement la température environ 450 à 850. Il faut bien maîtriser le temps de montée et le temps de maintien. Doit être bien précisé et bien maîtrisé. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est un traitement, c'est d'éliminer toute l'histoire thermique. D'abord, c'est un objectif. L'histoire thermique de l'acier, en rarement le métal, on le mettre à l'équilibre physico-chimique, microstructural et mécanique. Donc, on obtient une ductilité, de bonnes propriétés mécaniques, une bonne ductilité, et on va diminuer un petit peu la dureté. Donc, le recuit permet notamment d'éliminer ou bien réduire les contraintes résiduelles, les contraintes internes de métal liées à une action intérieure, c'est-à-dire le procédé de fabrication, tel que le soudage par exemple. Et on obtient la formation d'une structure favorable à une action ultérieure et un traitement thermique. Donc, le recuit, c'est ça, consiste de chauffer la pièce à une température déterminée, dite température de recuit. Voilà. Et puis, la température dépend de l'objectif. Donc, environ 450, 850. Et puis, maintien de la pièce
pendant un temps donné, et puis refroidissement à une vitesse indiquante afin d'obtenir, après retour à la température ambiante, un état structural du le matériau proche à l'état d'équilibre stable. Alors, cette définition de recuit est très générale, habituellement complétée par une formulation précisante, le but de traitement. Donc, c'est ça, on distingue plusieurs types de recuits en fonction de l'objectif qu'on va l'atteindre. Donc, nous avons le recuit d'homogénéisation, le recuit complet et le recuit détente. Et on va voir par la suite la normalisation et c'est quoi la différence entre la normalisation et le recuit. Ici, le recuit d'homogénéisation ou bien de diffusion, ce type de recuit s'applique aux aciers bruts, des aciers de coulage, des aciers moulés, c'est-à-dire des aciers coulés, pour coulage ou bien moulage, dans le but d'éliminer les ségrégations dendritiques. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité de composition chimique entre diverses parties d'un alliage de l'acier. Donc, séparation de parties chimiques, c'est-à-dire il est hétérogène, c'est-à-dire la distribution de composition n'est pas homogène. C'est ça, les ségrégations dendritiques. Donc, le but d'éliminer ou bien diminuer la ségrégation dendritique qui est lors de la solidification de l'acier. Donc, ça, c'est pour le recuit d'homogénéisation, c'est-à-dire il y a une différence de concentration de ces éléments présents dans la structure qu'on va le corriger. Alors, pour le recuit complet, dans ce type de recuit, on laisse l'acier refroidi dans le four. Donc, refroidissement dans le four pour le recuit complet. Donc, pour obtenir une perlite, structure perlitique plus grossière et un adoucissement plus remarquable de bonnes propriétés. Et pour le recuit de détente, il y a aussi recuit de coalescence. Donc, ce procédé consiste de chauffer dans le domaine ferritique, c'est-à-dire entre 500 à 650 degrés Celsius, et on veille à ce que le refroidissement soit lent. Et ce type de recuit permet de réduire ou bien éliminer, en quelque sorte, on va essayer d'éliminer les contraintes résiduelles et les contraintes internes engendrées au cours de la fabrication de la pièce par le soudage ou bien le moulage ou bien le forgeage, quel que soit le procédé de fabrication. Donc, c'est recuit de détente. Cette forme de recuit est appliquée aux pièces moulées, usinées, soudées, etc., dans lequel la gamme de fabrication précédente, due au refroidissement irrégulier, donne une déformation plastique à froid ou différentes transformations. Donc, cette forme de recuit est destinée d'éliminer ou bien de supprimer les contraintes résiduelles. Donc, c'est ça la différence entre les différents types de recuits. Tout dépend de l'utilisation, le procédé de fabrication et aussi la température et le type de refroidissement dans le four ou bien à l'air libre. Donc, c'est ça. On passe maintenant à la normalisation. C'est quoi la normalisation? C'est un processus de chauffage de l'acier. Donc, normalisation, c'est destiné pour les aciers. Le recuit, généralement, c'est pour les matériaux et les alliages ferreux, et la normalisation destinée aux aciers. À une température environ équivalente à la température de durcissement, AC plus 50, c'est comme le recuit. Donc ici, AC plus 50, généralement pour les aciers, entre 800 à 930 degrés Celsius. À cette température, de nouveaux grains austinétiques se forment. Ils sont beaucoup plus petits que les grains ferritiques précédents.
Après les avoir chauffés pendant un temps de maintien court, les composants sont refroidis librement dans l'air. Donc, vous avez refroidissement libre dans l'air. Pendant le refroidissement, de nouveaux grains ferritiques se forment avec une taille de gras encore plus fine. Donc, c'est ça l'objectif. On veut obtenir des tailles, des grains fins. Donc, c'est ça. Et homogènes aussi. Donc, c'est ça. La normalisation, c'est un procédé de chauffer dans le domaine de l'austinitique. Donc, A1 ou bien A3, AC3 plus 50 degrés Celsius, donc la température de l'austinisation, et un maintien pendant environ 1 heure. Après quoi, on laisse l'acier refroidir dans l'air libre et la structure obtenue est un mélange de ferrite et de perlite fine, comme on va voir par la suite. La structure obtenue, la ferrite et la perlite fine. On cherche ici d'obtenir une microstructure uniforme, affinement de la taille des grains. Et aussi, on cherche d'améliorer les propriétés de l'acier après une déformation à chaud. Donc, c'est ça la normalisation. Alors, le processus de normalisation, dans ce processus, on va obtenir une taille de grain uniforme. C'est très important d'obtenir une taille de grain uniforme. Cependant, dans le recuit, on n'obtient pas une taille de grain uniforme. Donc, c'est ça peut-être la différence entre la normalisation et le recuit, ainsi que le recuit, on réalise pour rendre les matériaux ductiles et moins durs. Donc, c'est ça le recuit. Il permet aussi que le recuit de modifier les propriétés physiques, propriétés magnétiques aussi, de matériaux qu'on veut le traiter. C'est ça le but de recuit. Par contre, dans la normalisation, déjà comme j'ai cité, c'est un type de recuit spécifique aux alliages ferreux, notamment les aciers. Donc c'est ça la normalisation et le recuit. L'objectif afin d'obtenir un acier uniforme, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et une structure prévisible à grains fins, plus homogène et des propriétés mécaniques stables. Donc l'avantage, c'est après les procédés de fabrication, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le forgeage, laminage, etc., une structure est irrégulière. Donc, on veut le corriger, constituer de larges grains de composants structurels. Donc, les applications de la normalisation, surtout comme j'ai dit tout à l'heure, sur les aciers au carbone faiblement alliés, afin de normaliser leur structure après les procédés de fabrication, après le phénomène d'écrouissage. Aussi, on obtient une dureté dépend de l'analyse dimensionnelle de l'acier et la vitesse de refroidissement utilisée. Je voudrais juste noter que les métaux sont faits pour être moins durs et ductiles après le recuit. Après le recuit, les métaux sont faits pour être moins durs et ductiles. Par contre, pour la normalisation, l'acier reste plus dur après normalisation par rapport à un procédé de recuit. Alors maintenant, quelques applications sur, de traitement thermique sur les matériaux. À titre d'exemple, le roulement à billes, les engrenages, les pignons, les arbres, les lames, les outils de coups, vilebrequin, le roulement, le ressort, le fer à cheval, etc. Plusieurs applications dans l'industrie. Vous voyez bien des pièces sorties du four. Ici le four, des pièces sont traitées. Vous pouvez consulter le site en cliquant sur ce lien.
Alors on passe maintenant à l'effet de pourcentage ou bien la teneur des éléments d'addition dans un matériau, dans un acier, notamment le chrome et le silicium sur la dureté des aciers. À titre d'exemple, acier ordinaire, acier au carbone de 0,35% de carbone en fonction de la température de revenu. D'abord, la composition chimique de l'acier est un facteur intrinsèque, intrinsèque lié au matériau lui-même, au l'acier lui-même. Alors qu'il doit être connu avec une très grande précision pour pouvoir prédire et prévoir son comportement sur l'effet de revenu. Alors, à partir de cette graphe, de cette courbe, on remarque s'il y a une diminution de la dureté, si on augmente la température de revenu, il y a une diminution de la dureté. Et aussi, s'il y a une augmentation ou bien des éléments d'addition, notamment silicium et le chrome, comme vous voyez dans cette courbe, il y a une augmentation légère de la dureté. Donc ici, l'influence ou bien la dureté en fonction de la température de revenu. Cependant, la température de revenu n'est pas la seule responsable de la diminution de la dureté. Il y a d'autres facteurs et d'autres éléments qui vont en concurrence. Ils se trouvent justement soutenus par le temps de maintien. Donc, il y a plusieurs facteurs. Alors, on passe maintenant à la microstructure. Donc, à gauche, ici, vous voyez une structure martensitique. Ici, martensite en LED. Donc, martensite en plaque aciculaire, ici. Et au-dessus, ici, c'est une structure martensitique de revenu, après revenu, d'un acier 38CrMO4. C'est un acier allié, donc 0,38% de carbone et 4% sur 4 de chrome et des traces de molybdène. C'est ça la destination ou bien la normalisation de cet acier. Rappelez-vous. Alors, martensite revenu, voici la structure. Et aussi le ferrite et perlite, une structure de recuit. Voici le ferrite et perlite. Et aussi une structure de trempe. Après trempe, on distingue la martensite. Ça, c'est la microstructure des aciers traités. Alors, on passe maintenant à la trompabilité. C'est quoi la trompabilité? En anglais, c'est hardenability. En arabe, قابلية التسليط أو التسليدية. C'est-à-dire قابلية التسليط, ici la définition de la trompabilité, c'est l'aptitude d'un alliage à bénéficier des effets de la trempe. Donc, s'il y a une augmentation de la dureté, c'est au niveau de la surface ou bien au cœur de la pièce. Donc, on veut savoir si le matériau, ça va garder sa dureté ou non. Ça va garder l'augmentation de la dureté. L'alliage est durci après un traitement thermique. C'est la profondeur à laquelle l'alliage est durci. Donc, la trompabilité, c'est de garder en quelque sorte graduellement faible de dureté en fonction de profondeur de la surface vers le cœur de la pièce. Alors, lorsqu'une pièce est trempée, la surface se refroidit immédiatement. Cependant, le cœur de la pièce ne refroidit pas aussi rapide. Alors, on veut savoir s'il va garder la dureté ou non. Alors, la trompabilité, c'est une propriété importante dans les procédés de fabrication, tels que le soudage. C'est-à-dire soudabilité, la facilité de souder l'alliage. Alors, elle se caractérise les possibilités de réaliser de la structure martensitique sans précipitation de carbone. Plus la trompabilité l'acier est grande, plus la section des pièces dans lesquelles est grande, pour des conditions de refroidissement données.
on peut provoquer la transformation martensitique au corps de la pièce. C'est-à-dire on va garder la dureté. Il est nécessaire de refroidir rapidement une pièce de dimension donnée pour engendrer les transformations martensitiques au cœur de la pièce. Alors, on peut mesurer la trompabilité par un essai qui s'appelle l'essai de Jominy. Donc, l'essai de Jominy, c'est le nom de Walter Jominy, un métallurgiste américain, en 1937 a réalisé cette expérience. Alors l'essai dans une pièce normalisée, ça veut dire avec des dimensions bien déterminées, permettant la mesure de la trompabilité. Alors cette méthode fixe tous les paramètres qui influent sur la profondeur de la trempe, conditions de refroidissement, la taille des grains, géométrie de l'échantillon, comme on a déjà expliqué auparavant. Alors voici l'échantillon normalisé de longueur de 100 mm, forme cylindrique et de diamètre environ 25,4 mm. Donc après une stylisation de la dureté et la température sont prédéfinies, l'échantillon est sorti du four et monté rapidement sur le support de l'appareil. L'extrémité inférieure de l'échantillon est alors refroidie par un jet d'eau. Donc un jet d'eau environ la température de 24 degrés Celsius, température ambiante, où la température et le débit sont précisément déterminés. Alors voici la dureté mesurée par l'indenteur Rockwell. C'est un type de dureté Rockwell comme Vickers et Brinell sur les premiers 50,8 mm de l'échantillon avec un pas de 1,6 mm sur une distance de 12,8, puis un pas de 3,2 sur 38 mm restants. Donc vous voyez bien cette courbe de la dureté en fonction de profondeur de la pièce jusqu'au cœur de la pièce. Donc c'est ça l'essai de la trompabilité. Je reviens au cycle thermique. Voici échauffement de l'échantillon, donc dans le four, à une température bien déterminée, et puis refroidissement dans l'eau, comme vous voyez ici, immersion direct dans le... Et ici, le maintien dans le four. Ça, c'est le cycle thermique qu'on a déjà expliqué auparavant. Alors, on passe maintenant au traitement thermochimique. C'est quoi un traitement thermochimique? Le nom de traitement thermochimique est donné à la saturation superficielle de l'alliage ou bien de l'acier en tel ou tel élément ça va se transporter. Ici, pour le moment, on va dire transporter un élément. Par la suite, on va dire la diffusion. Le chapitre suivant, c'est le phénomène de diffusion, c'est-à-dire un élément se diffuse dans un alliage. Donc, tel ou tel élément, à titre d'exemple, le carbone, l'azote, l'aluminium, le bore, le chrome, etc. Donc, ça va diffuser à l'état atomique à partir des milieux extérieurs portés à une température élevée. C'est-à-dire dans le cas où l'on aura besoin d'une dureté superficielle plus élevée, une très grande dureté et une ductilité aussi, elle n'est pas fragile, ou ductilité au corps de la pièce plus grande, donc on utilise des traitements thermochimiques. Donc une remarque, tous les traitements thermiques qu'on a déjà étudiés à envisager se déroulent sans changement de composition chimique. Tandis que les traitements thermochimiques s'effectuent avec un changement de la composition chimique d'une certaine épaisseur de la couche superficielle. Donc, ce qu'on a déjà étudié pour les traitements thermochimiques, il n'y a pas un changement de la composition chimique. On garde la même nuance de matériaux.
les mêmes compositions chimiques. Par contre, il y a un changement pour les traitements thermochimiques. C'est-à-dire ici, pour enrichir la couche superficielle d'un métal, ou bien d'un alliage, par des atomes de l'élément, avec des conditions, qu'on va le savoir par la suite. Donc, on doit créer des conditions de surface de métal qui doivent assurer le transport, en quelque sorte, c'est-à-dire la diffusion de ces atomes à partir de cette surface, ou bien vers le cœur de la pièce, en quelque sorte. Donc, le problème d'enrichir la couche superficielle d'un métal A par un autre élément, poudre qui va diffuser B, donc nécessite que certaines conditions doivent être remplies, doivent être réalisées. Avant tout, il est nécessaire que le métal B, c'est-à-dire qu'il va se diffuser, doit être soluble dans le métal A, à l'état d'équilibre. Ça, c'est la première condition. C'est-à-dire il y a une formation de cristaux mixtes. Et ensuite, il faut que les atomes dissous dans le cristaux mixte doivent effectuer des changements de place et cela dépendra du type de l'élément B. Donc seulement les éléments avec des atomes de faible rayon peuvent prendre une position interstitielle. Alors ça, c'est des détails qu'on va le voir au chapitre par la suite de la diffusion. Alors ici, à la température ambiante, par exemple, à haute température, mais parfois à une température ambiante. À titre d'exemple, l'hydrogène peut se diffuser en faisant des cristaux mixtes d'insertion faible diffusion de cet élément de l'hydrogène à la température ambiante. L'essentiel, les traitements thermochimiques, c'est de diffuser un élément à un alliage. Alors, il consiste de modifier la microstructure. Le but, c'est d'améliorer. Donc, le but des traitements thermiques et les traitements thermiques, c'est quoi? C'est d'améliorer les propriétés, notamment les propriétés mécaniques ainsi que chimiques et physiques. Mais en réalité, on change les propriétés. Par exemple, dans les traitements thermiques tels que la trempe, on ne peut pas améliorer toutes les propriétés. On va changer ou bien modifier les propriétés et la microstructure de la surface de la pièce en réalisant un gradient de composition chimique ici, comme j'ai expliqué. Alors, de profondeur entre 1 à 2 mm au maximum. Donc, les traitements les plus connus sont des traitements de cémentation, de ciment, le carbone qui se diffuse, consiste à faire pénétrer superficiellement du carbone dans un acier afin de transformer en surface en acier fortement carburé, d'être trompé. Alors, on distingue plusieurs types de traitements thermochimiques tels que la carburation, la cimentation, c'est-à-dire la diffusion de carbone, et la nitrisation, c'est-à-dire la diffusion de l'azote, et carbonitrisation, les deux éléments, le carbone et l'azote, et d'autres traitements tels que la borylisation. Alors, c'est quoi cimentation? C'est un traitement thermochimique qui s'effectue sur les aciers de faible teneur en carbone. Alors, doit être un alliage, un acier de faible pourcentage de carbone, généralement, par exemple, inférieur à 0,25%, donc non trompant, possédant une bonne ductilité en vue d'augmenter la dureté superficielle de l'acier. C'est ça, la carbonitrisation doit être de faible teneur en carbone. Le but, c'est quoi? Ou bien l'objectif, afin d'enrichir en carbone la couche superficielle de la pièce qu'on va le traiter, en acier travaillant à l'usure, par exemple, afin qu'elle puisse prendre la trempe. Alors, le principe, comment effectuer cette opération,
Donc les pièces à cimenter sont mises en présence d'un corps riche en carbone, appelé sément, le sément. Celui-ci peut être solide, liquide ou gaz. Donc il y a trois voies de procédé de cimentation. L'ensemble est porté à une température environ 850 à 950 degrés Celsius, bien sûr, nécessaire à la diffusion de carbone. Donc la cimentation est un procédé de saturation en carbone de la couche superficielle de l'acier et ayant un but principal de l'obtention d'une surface dure et résistante à l'usure par l'enrichissement de la couche superficielle en carbone jusqu'à une concentration de 0,8 à 1,2 environ 1,2% de carbone. Alors, parfois suivi par revenu, ce procédé. Donc, la cimentation est appliquée aux aciers, je répète, à faible teneur en carbone. Donc, pour les grosses pièces, jusqu'à 0,3%, donc ici 0,25% généralement, mais pour les grosses pièces, jusqu'à 0,3%, on peut réaliser un traitement de cimentation. Le choix de la nuance de cet acier est nécessaire pour que le cœur de la pièce garde sa ductilité. Il est important de garder la ductilité. Donc, comme j'ai dit, il existe trois modes essentiels de cimentation par agent solide contenant de carbone, de gaz, et par agent liquide. Donc ici, l'opération de carburation s'effectue dans le domaine de l'estinite, environ 850 à 950 degrés Celsius, moins 900. La profondeur du traitement va dépendre du temps de la température. Et généralement, à la suite de la carbonitration, une trompe et un revenu est réalisé afin de maximiser la dureté de la surface. Donc ici, voici l'échantillon. Pour la cimentation solide, la cimentation en caisse, donc pour solide, et pour liquide, cyanure fondu. Et pour gaz, la voie gazeuse, donc mélange gazeux, les mélanges gaz. Alors pour la cimentation en caisse, comme vous voyez ici dans cette figure, on peut mettre plusieurs pièces. Ici, de cette façon, loin un peu, il y a une distance entre les échantillons et ici la poudre, le sément, et ici les échantillons, la pièce, nos pièces, mettre dans une caisse. Donc les pièces sont entourées d'un ciment solide à base de charbon de bois ou de carbonate, de granule. Le tout met dans une caisse en acier réfractaire. Alors, l'acier, la caisse ici doit être en acier réfractaire, ça veut dire réfractaire à une température de fusion très élevée. Donc, parce que supporte 900 degrés Celsius. Alors, ici, porté en température de traitement, environ 900, pendant un temps très long, environ minimum 1 heure. 1 heure pour 0,1 mm traité. Donc, c'est ça la cimentation solide dans une caisse. Pour la cimentation liquide, les pièces sont plongées dans un bain de sel fondu à base de cyanure de barium et de sodium environ 950 degrés Celsius à 980 degrés Celsius. Cette technique relativement simple de mise en œuvre, c'est-à-dire permet de chauffer homogène à une action chimique régulière. Donc la cimentation liquide est effectuée dans des sels fondus. Donc la procédure est plus accélérée par les autres méthodes de cimentation peut être effectuée rapidement à une température de 850 degrés Celsius. Et le mélange de sel fondu
Donc généralement, comme j'ai dit, cyanure de sodium ou bien chlorure de sodium, le carbonate de sodium se mélange. Parfois, on utilise dans ce mélange de carbure de silicium. Alors, des sels fondus. Donc, cependant, le bain par l'oxydation au contact à l'air. Ici, il y a un petit problème ou bien un inconvénient de ce procédé, de cette voie, c'est qu'il est toxique, la toxicité de cyanure. Alors, ce procédé ici, fortement développé jusqu'aux années 70, et les raisons essentielles sont liées de l'environnement, les conditions de travail, principalement à la nature de cyanure de ces bains. Alors, c'est ça, cyanure sont développés. Ne pas permet maintenir la place de cette technique par rapport au procédé gazeux. Alors, dans un four étanche dans lequel on maintient une atmosphère contrôlée constituée d'un gaz support auquel on ajoute, s'il est nécessaire, un gaz d'enrichissement en carbone. Voici brûlure ici, les pièces et le gaz. Donc, c'est ça. Le ciment utilisé est un mélange de gaz riche en carbone, oxyde de carbone, etc. Alors, les pièces sont placées dans un four chauffé de l'extérieur dans lequel circule le gaz de ciment, comme vous voyez ici. Alors, voici le bain, les circuits, une demi-caisse ici, comme vous voyez ici. Alors, on passe maintenant au deuxième procédé ou bien deuxième type de traitement thermochimique, lequel la nitrilation. La nitrilation, c'est comme la cimentation, c'est que ici, l'élément qui se divise, c'est l'azote, solubilité de l'azote dans le fer ou bien dans un alliage, quel que soit l'alliage, généralement, par exemple, le tétane, la fonte aussi. Ici, on met l'acier de 0,4% à 500 degrés Celsius jusqu'à environ 600 degrés Celsius. Il existe aussi les trois procédés par trois voies. Donc, la nitration en phase liquide, gazeuse et ionique, surtout ionique. Donc, vous pouvez consulter, voici une pièce nitrilée. Vous pouvez consulter ce site et voici comment réaliser la nitrilation ionique dans cet appareil. Donc, généralement, on utilise l'ammoniac qui se compose des mélanges de deux gaz, l'hydrogène et l'azote, H2 et N2. Alors, il réagit simultanément avec le fer en diffusion sur la couche superficielle de métal qu'on veut le traiter. Alors, il provoque la formation d'un fer en fusant sur la couche superficielle de métal traité. Il va provoquer un film ou bien une couche de nitrure de fer, appelée une couche de combinaison, à partir de laquelle les atomes d'azote se diffusent en direction au cours de la pièce. Alors, c'est ça la nitrilation qu'ils peuvent, selon la composition de l'acier, un accroissement très important de la dureté superficielle. Donc, c'est ça l'avantage. Et ici, généralement, ce traitement, ça va donner une couche, comme j'ai dit, de combinaison en surface d'une épaisseur environ 20 mm sur la surface de la pièce et composé de nitrure epsilon et gamma. La couche de diffusion peut être plus épaisse, environ 100 jusqu'à 1000 micromètres. Donc environ cette épaisseur. Alors,
La dureté aussi, ça va augmenter jusqu'à 1300 HV, dureté de Vickers. Alors, il y a une augmentation de dureté en surface, apporte des avantages tels que une résistance à l'usure. La pièce va résister à l'usure. Et ici, la pièce, ça va garder au cours de la pièce sa dureté. Donc, c'est ça pour la nucléation. On passe maintenant à la nucléation. Une remarque importante, c'est que la nucléation n'est suivie d'aucun traitement ultérieur. C'est-à-dire il est inutile d'utiliser ou bien de réaliser un traitement thermique après la nucléation. Donc, cependant, ce traitement se peut effectuer après le revenu. Généralement, après le revenu, on réalise un traitement de nucléation ou bien un traitement thermochimique en général. Donc, ça, c'est pour la nucléation. Donc, la nucléation liquide et gazeuse, généralement solide, semblable à la surmontation de milieu ici de l'effurosalliage à une poudre pour le solide et pour liquide, comme j'ai dit, immersion dans un bain de sel, de cyanure, et environ à une température de 500, 550, peut-être 400 degrés Celsius. Alors pour le gazeux, c'est le plus utilisé avec ionique, environ 450 à 550 degrés Celsius, mais pendant une longue durée, environ jusqu'à 20 heures. Alors, ou bien 24 heures. Alors, comment s'effectue l'opération de la nucléation gazeuse se déroule en 3 temps. D'abord, dissociation thermique de l'ammoniac, le NH3, en azote et l'hydrogène. Donc, vous avez réaction de NH3, ça va donner 2N plus 3H2 d'azote. Et puis, absorption de l'azote par le fer, ou bien par l'acier, par le fer alpha ferrite, en solution solide, et puis la diffusion de l'azote à l'intérieur de la pièce. Donc ici, comme j'ai dit, on utilise ce procédé faiblement pour les aciers faiblement alliés, généralement, ou bien aussi des aciers alliés avec molybdène, chrome et des traces de vanadium. Alors ici, je vais résumer, c'est quoi l'intérêt des traitements thermiques, notamment les traitements thermochimiques, c'est d'améliorer les propriétés surtout mécaniques des aciers. Je voudrais juste ajouter que le carbonylation, c'est les deux éléments que ça va diffuser, c'est le carbone et aussi l'azote. Donc, à partir de 580 degrés Celsius, transfert de l'azote. Et vers 800, il y a transfert de diffusion de carbone. Les milieux de carbonylation sont des bains de cyanure ou des mélanges gazeux. Alors, ça, c'est pour le carbonylation. Et aussi, nous avons la borylation. Ici, la borylation, c'est de diffuser le bore. C'est comme la cimentation et la nucléation, seulement que l'élément qui ça va diffuser, c'est le bore. Voici une image dans une caisse. Voici la caisse pour réaliser une cimentation et on le mettre dans le four ici. Alors, vous voyez bien, après, par exemple, la borylation, scratch test, c'est-à-dire l'essai de rayures, ici de scratch, comme vous voyez ici. Ça, c'est avant la borylation et ici, à droite, après la borylation. Donc, je résume. On peut conclure que les traitements thermiques et les traitements thermochimiques vont améliorer la dureté, la résistance à la rupture, la résistance à l'usure. Ça va donner une bonne résistance à la corrosion, à la fatigue. Donc, ça va améliorer les propriétés. Et aussi une structure, ça va donner une structure homogène, affiner les grains.
et aussi de supprimer ou bien éliminer les tensions internes qui sont créées par les procédés de fabrication, les procédés tels que le laminage, le forgeage, le soudage, etc. Alors les traitements thermiques et thermochimiques ayant pour but d'améliorer les caractéristiques des matériaux, notamment les caractéristiques des propriétés mécaniques, pour rendre les matériaux plus favorables. Donc je vais arrêter ici. Et voici les références que je l'ai utilisées pour préparer ce cours. Voici la liste des références. Et vous pouvez me contacter par email ou par les réseaux sociaux. Je vous remercie à votre attention et bonne soirée.